your childhood trauma? A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI, bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yo, so. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où vraiment pauvre Martha. Здравствуйте, меня зовут Anaïs. Comment cela joue? Et moi, c'est Marie et je ne parle pas russe. Je me souviens de Das Vidania Rasputin dans Anastasia, le dessin animé. Ah bah écoute, c'est déjà pas mal. Exactement. Aujourd'hui, on revient sur l'une de nos séries préférées, The Americans, un petit bijou créé par Joe Weisberg et diffusé durant le véritable âge d'or de la télé prestige, entre 2013 et 2018, et qui est disponible aujourd'hui sur Disney+ en France. On a déjà parlé de la série dans PIC TV. Si vous voulez en entendre plus sur notre amour pour cette série, vous pouvez écouter notre épisode sur le sujet. Et on avait parlé plus particulièrement de son inoubliable finale. On a aussi consacré plein de chapitres de notre livre à tous les personnages féminins de cette série. Mais on ne pouvait pas faire cette saison sur les épisodes qui ont changé notre vie, ou en tout cas qui ont une énorme importance pour nous, sans en inclure un de cette série absolument magnifique et qui compte beaucoup pour nous deux. Et du coup, on a choisi un autre épisode, qui est le 8e de la saison 4, la disparition de la Statue de la Liberté. Mais avant d'aller plus loin, Anaïs, est-ce que tu peux résumer un peu le principe de The Americans ? Oui, The Americans, c'est une série qui se déroule dans les années 80 et qui suit un couple d'Américains qui sont mariés, qui ont 2 enfants et qui travaillent dans une agence de voyage à Washington. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas américains et ils ne travaillent pas dans une agence de voyage à Washington. Et ils sont pas techniquement trop amoureux. C'est des espions du KGB qui se font passer pour des Américains dans le cadre de la guerre froide. Et donc, c'est une série d'espionnage qui va sans cesse jouer sur les parallèles entre la double vie que mènent Elisabeth et Philippe, les héros, et leur relation à tous les deux intime. On démarre la série, ils sont plutôt en froid et ils ont été forcés de jouer le rôle d'un couple. Mais Philippe, lui, a des sentiments un petit peu plus forts pour Elisabeth. Elle ne cesse de le rejeter. Et évidemment, ils vont se rapprocher au fil de la série et donc avoir toujours une tension entre leurs véritables sentiments et leurs missions qui sont de plus en plus compliquées et de plus en plus sombres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leurs enfants ne savent pas qui ils sont, ne font pas partie Enfin, ils font partie un peu de la stratégie, mais sans le savoir, les pauvres. Et que Philippe a un rapport à l'Amérique qui est beaucoup plus affectueux qu'Elisabeth, qui est très marquée par son éducation soviétique et qui est très soviétique. Exactement. Et il faut aussi préciser que dans le pilote, un nouveau voisin emménage en face de la maison des Jennings et il se trouve que c'est un agent du FBI qui travaille plus particulièrement sur la recherche des agents infiltrés soviétiques. Donc ça tombe un peu mal pour Elisabeth et Philippe. C'est ça. Qui vont devenir amis avec lui tout en le surveillant de très très près puisque lui, il est sur leur piste sans le savoir. Exactement. Il s'appelle Stan. Et cette série est incroyable. Vraiment. Cette série est incroyable. Bon, on en a déjà parlé dans PIC TV, je le disais, mais c'est quoi ton rapport à la série ? C'est de loin une de mes séries préférées. Ça fait partie des 2-3 séries pour lesquelles j'ai vraiment fait du prosélytisme intense pendant des années. Je l'ai démarré dès le début de sa diffusion et à l'époque, il y avait beaucoup moins de séries qu'à l'heure actuelle qui passaient à la télé. Il y avait moins de gens qui disaient en permanence « Il y a quoi comme série à regarder en ce moment ?» Et je me souviens que c'est une des premières séries pour lesquelles j'ai vraiment harcelé tous mes amis et tous les gens que je connaissais en leur disant « Il faut absolument que tu regardes The Americans, c'est incroyable. » On le fait toujours d'ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est toujours la série que je recommande le plus quand on me demande... Je dis « Vous avez vu The Americans ?» et s'ils l'ont pas vu, c'est... Ouais, moi aussi. C'est vrai que et je suis très fière d'avoir converti plein de gens à The Americans, mais c'est vrai que c'est une série qui est très reconnue dans le cercle culturel, sériephile, etc., mais qui n'a jamais eu un énorme carton public comme Breaking Bad, par exemple, qui était à peu près diffusé à la même époque. Mais oui, c'est une série que j'adore et je pense que c'est la première série sur laquelle j'ai écrit en tant que journaliste culturel. Justement, je travaillais pour une rubrique cinéma et j'avais convaincu les gens avec qui je travaillais de faire un article sur The Americans en leur disant les séries aussi c'est important et The Americans il faut vraiment que tout le monde en entende parler. Donc c'est une série oui qui aura toujours une place très chère dans mon cœur. Et toi ? Si je devais faire mon top 3 des séries de tous les temps, je pense que The Americans serait dedans avec Parks and Rec et Fleabag. Pour moi, c'est même plus que Mad Men, quoi. Enfin, c'est une série que j'adore, que j'ai vue, revue.
Et je me souviens, en fait, quand je la voyais à l'époque, quand elle était diffusée pour la première fois, je vivais à New York et il y a un restaurant qui s'appelle Veselka dans le East Village, qui est un restaurant ukrainien. Et en fait, avant chaque diffusion, je passais me chercher un repas à emporter ukrainien pour mettre dans l'ambiance et je mangeais ça en regardant l'épisode qui était sorti cette semaine-là. Marie, elle a vraiment le syndrome du personnage principal. C'est ça, je me mets dans le mood. C'est un des trucs que j'ai toujours le plus admiré chez toi, c'est que vraiment, tu fais pas les choses à moitié, quoi. Non, c'est ça. C'est-à-dire que je suis un compte Instagram à moi toute seule. Mais je me mettais vraiment dans l'ambiance et c'était ma tradition parce qu'en plus, c'était pas très loin du travail et du coup, j'allais chez Veselka et après, je prenais le métro, je rentrais avec mon petit colis de nourriture et je mangeais ça devant The Americans. C'est comme ça que tu te retrouves à découvert tous les mois. C'est ça. C'est en achetant des boulettes ukrainiennes avant chaque diffusion d'épisode de série. Des raviolis surtout. Ouais. Tellement bon. Bref, si vous allez à New York, Veselka, vraiment un endroit culte et très beau et très bon. Mais The Americans, une série que j'adore, que je trouve d'une intelligence remarquable, qui est brillamment écrite, qui a des personnages féminins fascinants. Vraiment, je peux pas dire assez de choses bonnes sur cette série parce que elle est excellente du début à la fin en plus. Le final est excellent, le début est excellent. Tout est excellent. Il y a un petit moment où ça se creuse un petit peu pendant une saison, mais ça s'explique. Donc, Enfin, déjà, c'est une série qui n'a pas vraiment de mauvais épisodes. Non. Et même les épisodes les moins divertissants de The Americans sont au-dessus de la moyenne de très très loin. Oui, et déjà au-dessus de la moyenne des séries de l'époque. Et c'était une grande époque. Surtout, purée, au-dessus des épisodes d'aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Ouais, c'est tellement... ça a rien à voir. C'est triste, en fait, quand tu vois les séries d'aujourd'hui par rapport à The Americans. Et par exemple, quand tu vois The Diplomat, qui est une série... avec Kerry Russell aussi, parce que c'est Kerry Russell qui joue Elizabeth dans The Americans. Et qui est aussi une série d'espionnage. Exactement. Et désolé, mais en fait, quand t'as vu The Americans... Ouais. Après, c'est pas le même registre. C'est clairement une série qui se veut beaucoup plus légère, The Diplomat, mais c'est vrai que... Oui, mais bon. Ouais, The Americans... Pas la même qualité, quand même. Ah non, ça c'est sûr. Il faut peut-être préciser aussi que Joe Weisberg, le créateur de The Americans, est le frère du fondateur de Slate.com, le média américain, dont Slate.fr est une franchise. Et Joe Weisberg a travaillé à la CIA. Ouais. C'est ça qui a en partie inspiré son travail sur la série. Et il faisait valider les scripts des épisodes à la CIA pour s'assurer non seulement qu'il révélait rien des connaissances qu'il avait accumulées à l'époque dans la série, et aussi pour s'assurer que ce soit réaliste. Pour moi, c'était vraiment la CIA qui avait exigé ça de lui, juste pour la première raison, quoi. Enfin, pour... Oui. C'était vraiment une question de sécurité nationale. Ils se sont dit, c'est qui ce blaireau qui est en train d'écrire une série d'espionnage alors qu'il a travaillé chez nous, quoi. C'est clair. Mais du coup, ça permet aussi de se dire que, a priori, il n'y a pas d'énormes conneries dans la série. Oui, non. Il a une certaine légitimité dans ce qu'il raconte, et ça se sent. C'est vrai qu'il y a des séries d'espionnage qui sont très farfelues et qui vont aller très loin dans le divertissement. Là, on est sur une série qui est beaucoup plus réaliste dans son ton et dans son approche, et ça vient pas de nulle part. Il s'est aussi inspiré de faits réels. Il y a des vraies histoires de familles, de couples qui se faisaient passer pour américains, qui étaient en fait des agents du KGB. Leurs enfants n'étaient pas au courant. Et donc, il y avait une histoire, par exemple, dans le The Guardian qui racontait un peu quand les enfants ont appris ça. Donc, il s'est inspiré de ça aussi pour écrire cette histoire. C'est sûr que quand on lit ce genre d'histoire, on se dit qu'il y a de quoi faire. On est dans la saison 4. Est-ce que tu peux résumer rapidement tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive à cet épisode ? Tout, je sais pas. Je peux dire les grandes lignes. En gros... Ils ont couché ensemble sur du Phil Collins. Exactement. Non, le plus important de ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe, dès le début de la saison 1, a recruté une source, malgré elle, qui était une secrétaire du FBI, qui s'appelle Martha, qui est une femme assez naïve et innocente, en quête d'amour. Et il a profité de ça pour s'approcher d'elle en se faisant passer pour Clark. Et il a fini par se marier avec elle dans un mariage qui est une arnaque et tout ça, mais elle n'est pas au courant. Et au fur et à mesure des épisodes, elle va découvrir qu'elle espionne pour les soviétiques sans le savoir depuis des années. Et lui, Philippe, au fil des années, s'est quand même beaucoup attaché à Martha parce que c'est une femme qui est très attachante, qui en plus est l'opposé d'Elisabeth, là où Elisabeth est très froide, Martha est très chaleureuse, très amoureuse, alors qu'Elisabeth est tout le temps en train de rejeter Philippe. Et là, on arrive à un moment où, en fait, Martha est compromise, le FBI est sur sa trace, et donc ils doivent l'exfiltrer.
Elle doit quitter toute sa vie américaine, dire adieu à ses parents alors qu'elle est fille unique et leur dire adieu pour toujours pour aller vivre en Union soviétique toute seule. Elle pense que Philippe va venir avec elle et elle s'aperçoit que non, elle apprend que non. Et donc le tout début de l'épisode, là, c'est le départ de Martha. Et donc on voit aussi l'effet que ça va avoir sur Philippe après. Un autre point majeur aussi, c'est que Paige, la fille des Jennings, a appris la réelle identité de ses parents, a appris qu'ils étaient espions. Ils lui ont dit, parce qu'elle était sur leur piste, ils ont fini par lâcher le morceau. Et Paige, qui est dans une espèce de crise d'identité spirituelle où elle fréquente une église évangélique chrétienne, s'est confiée au pasteur, en fait, parce que la culpabilité était trop forte, pesait trop sur elle. Et ses parents le savent, et donc maintenant, Paige est obligée de fréquenter le pasteur et sa femme de façon régulière pour continuer d'alimenter une relation et pour s'assurer qu'ils ne vont pas révéler l'identité des Jennings aux autorités. Cafeté, t'allais dire? J'allais dire cafardé, mais ça veut rien dire. Ils vont pas poucave. Ils vont pas poucave. Sinon, c'est là, ils sont dead, quoi. Donc, il y a ces deux gros enjeux et aussi, au fil des saisons, quand même, le poids, en fait, c'est ce qui est intéressant dans la série aussi, c'est que le poids des actions de Philippe et d'Elisabeth commence à peser sur leurs épaules et Elisabeth moins, parce elle a tendance à être plus froide et plus distante, mais on arrive à un moment où ça va être de plus en plus le cas. Et donc, ça se voit plus chez Philippe, mais chez Elisabeth, ça la travaille aussi. Donc, on est dans ce moment clé un peu dans cet épisode. Oui, je pense qu'il y a deux choses sur la division entre Philippe et Elisabeth. C'est que Philippe est clairement plus sensible qu'Elisabeth. Et d'ailleurs, c'est une inversion genrée qui nous a toujours beaucoup plu à toutes les deux. Et je pense aussi qu'Elisabeth a une capacité de répression émotionnelle beaucoup plus forte. C'est-à-dire que elle souffre aussi énormément de tout ce qui se passe dans la série, mais elle le masque beaucoup mieux et elle accède beaucoup moins à ces émotions-là. Elle les réprime énormément. Jusqu'à cette saison où ça commence un petit peu à transparaître et ça va aller de moins en moins bien. Et clairement, dans cet épisode, beaucoup de ces enjeux-là se cristallisent de manière assez spectaculaire. Oui, c'est ça. Et clairement, elle parle de certaines choses qu'elle a un peu enfouies dans cet épisode précisément. Tu te souviens de la première fois où tu as vu cet épisode ? Oui, parce que à l'époque, je travaillais à BuzzFeed et donc j'étais vraiment sur les séries professionnellement, pas à temps plein, mais de manière très poussée. Et je me souviens que ça a été une des plus grosses claques pendant mon visionnage de la série. Parce que c'est une série dans laquelle tout fonctionne un petit peu en sourdine pendant des épisodes et des épisodes. Et donc là, c'était un épisode qui était spectaculaire dans le fait qu'il faisait enfin éclater beaucoup de tensions. Et il y a aussi un bond dans le temps dans cet épisode, ce qui est un procédé qu'on a vu pas mal à cette époque de la télé, justement, et qui était toujours très impressionnant, parce que ça montre une telle confiance de la part des scénaristes que j'étais assez soufflée, et c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout fait depuis le début de la série, à part à la fin de la saison 1. Et j'avais été très impressionnée par le fait qu'ils fassent ça dans l'épisode, et je l'avais mis dans ma sélection des meilleurs épisodes de l'année. J'ai retrouvé ce que j'avais écrit, j'avais vraiment écrit 3 lignes en disant que c'était bien, donc j'expliquais absolument pas pourquoi. Ça ne m'a pas aidé à réviser pour cet épisode, mais clairement oui, c'est un très grand souvenir de visionnage télé et qui a été ensuite surpassé par le final. Est-ce que tu peux nous résumer cet épisode en 30 secondes ou plus ? Oui, alors, l'épisode qui est réalisé par Mathieu Rhys, qui est aussi l'acteur principal qui joue Philippe, s'ouvre sur une séquence silencieuse et sans dialogue de 8 minutes avant le générique d'ouverture, dans laquelle on voit Martha donc quitter les États-Unis pour s'exiler en URSS. Et ensuite, on voit pendant tout l'épisode Philippe être vraiment rongé par la culpabilité et la rancœur envers Elisabeth, puisque sa relation avec Martha a toujours été une soupape par rapport au mariage un peu compliqué qu'il avait avec Elisabeth. Elisabeth, elle, essaie de parler à Philippe et de le réconforter, mais elle n'y arrive pas du tout. Elle est très maladroite. Voilà, elle ne fait qu'envenimer la situation entre les deux. Elisabeth, de son côté, est en train de travailler avec 2 sources différentes. Et ça se passe difficilement avec l'une d'entre elles, qu'elle se voit obligée de tuer. Obligée, on ne sait pas, mais... On peut dire que c'est difficilement, en effet. Voilà. En fait, c'est un épisode dans lequel le thème principal, c'est la difficulté de construire des sources, justement, pour ces espions. On le voit avec Philippe, qui est impacté par le départ de Martha, Elisabeth, qui doit gérer des relations très compliquées avec ses 2 sources, et Paige, qui a beaucoup de mal à rester proche du pasteur Tim et Alice.
Et c'est aussi un épisode dans lequel tout le monde dénigre le mal-être des autres. C'est-à-dire que Elisabeth dénigre le mal-être de Philippe depuis le départ de Martha. Elisabeth dénigre aussi les états d'âme de sa fille. Et on voit aussi Claudia, une des espionnes haut gradées qui doit gérer les missions de Philippe et Elisabeth, dénigrer les atermoiements de Gabriel, qui joue le même rôle, en lui disant « Oh là là, écoute, à notre époque, c'était quand même plus compliqué que ça, arrête de te plaindre. » Et donc, c'est vraiment un épisode où tout le monde va mal et où personne n'est entendu dans son mal-être jusqu'à un certain point. Et en parallèle de tout ça, on va y revenir, mais on voit Philippe qui essaye de trouver du réconfort à la fois auprès de Stan, donc son collègue ennemi ignorant, qui vit très mal le fait que son ancienne secrétaire était en fait une espionne soviétique. Et donc, ils sont tous les deux affectés par la même chose sans pouvoir en parler. Et Philippe va aussi à des réunions de Est, un groupe de développement personnel qui va aussi cristalliser beaucoup de tensions entre lui et Elisabeth. Donc, tu l'as dit, tout commence avec cette longue ouverture silencieuse qui, en fait, est le départ de Martha. Il y a des moments très émouvants. Enfin, c'est une série tellement intelligente, je vais le dire tellement de fois. Mais juste, c'est des détails. Mais par exemple, au petit déjeuner, elle parle pas et elle est en train de regarder le pot de Jif, qui est une marque de beurre de cacahuète, et on n'a pas besoin de paroles. On sait très bien ce qu'elle est en train de penser. Elle sait que c'est la dernière fois qu'elle voit ce pot de beurre de cacahuète de sa vie. La pauvre, elle va manger que des pommes de terre en rupture de stock. C'est ça. Mais en fait, bon, ça peut paraître hyper anodin, mais en vrai, elle est en train de laisser... C'est un symbole de toute la vie américaine qu'elle laisse derrière elle, quoi. Pourquoi est-ce que Martha, elle a un rôle si important dans la série ? C'est un personnage qui a beaucoup plus accès à ses émotions que tous les autres personnages de la série, on l'a dit, qui sont un petit peu plus réprimés et qui doivent cacher beaucoup de choses en permanence pour survivre. Elle porte vraiment ses émotions de manière assez ouverte. C'est ça qui la rend souvent pathétique. C'était devenu une expression assez courante sur les réseaux sociaux et dans les articles autour de The Americans de dire « pauvre Martha », parce que c'est vrai qu'elle porte beaucoup de souffrance dans la série. Elle a même un visage, en fait. Elle a des très grands yeux et un air un peu presque cartoonesque, en fait, dans son visage, où elle a l'air toujours un peu triste, quoi. Ouais. Et un peu ahurie. C'est aussi un personnage qui, justement, est tellement doux et généreux et émotionnel et vulnérablement ouvert que c'est très désarmant, notamment pour Philippe, qui vit pas du tout ça au quotidien dans son mariage et dans ses missions. Et donc, on sent que pour Philippe, c'est un peu un moyen d'être quelqu'un d'autre. Il joue le rôle de Clark quand il est avec elle, mais il peut aussi jouer le rôle d'un mari aimant qui est admiré par sa femme, ce qui est pas du tout le cas avec Elisabeth, où elle lui donne pas beaucoup d'affection ou d'attention ou d'admiration. Et donc, ça lui permet de vivre une vie un peu plus normale, ce qui lui manque beaucoup au quotidien. Et donc, c'est à travers le personnage de Martha qu'on a accès à la vulnérabilité de Philippe, très souvent. Ce qui est remarquable avec Martha et la façon dont elle a été écrite, c'est que, tu l'as dit au début, elle est assez pathétique, et c'est même un personnage où tu dis « meuf, réveille-toi, en fait, t'es en train de te faire avoir complètement ». Il y a des scènes de sexe qui sont d'une gênance, mais absolument incroyable. Et c'est un ressort comique, en fait, dans la première saison. Et au fil des saisons, elle va devenir de plus en plus touchante, de plus en plus humaine. Et la série a énormément d'empathie envers Martha. En fait, c'est le regard de Philippe sur elle qui évolue aussi. Et donc, notre regard évolue en même temps, quoi. Et ce qui est marrant, c'est même la façon dont elle est filmée dans cet épisode. Je trouve l'épisode du départ où on sent à quel point ça affecte évidemment Philippe. Je trouve qu'elle a jamais été aussi jolie, en fait. Quand elle est dans l'avion et tout ça, la lumière est hyper flatteuse. Elle est très mise en valeur, alors qu'il y avait plein d'autres moments où elle était habillée comme une dondon. Enfin, c'était vraiment ce qui caractérisait Martha, c'était vraiment d'être l'anti-Elisabeth et donc l'anti-glamour. Oui, elle est assez banale et ringarde, alors que c'est une actrice qui est très jolie, mais en comparaison avec les autres femmes de la série, elle a pas du tout ce look de femme fatale sur laquelle on va se retourner dans la rue, et c'est pour ça qu'elle est considérée comme une proie par Philippe et qu'elle est sous-estimée par la plupart des personnages et par le téléspectateur au début aussi. C'est ça, et c'est pour ça qu'elle est vulnérable aussi, quoi. Mais là, elle est filmée avec énormément de douceur, et on sent encore une fois que c'est le regard de Philippe sur elle aussi. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce qu'on sent l'évolution du point de vue de la série sur ce personnage. Et c'est un personnage qu'on va retrouver après dans d'autres épisodes, mais de façon beaucoup plus furtive. On va voir un peu des moments de sa vie en Union soviétique, et disons que bon, c'est pas trop la joie, la pauvre Martha, quoi. Oui, mais c'est vraiment une série qui parle de destin brisé, et le sien est particulièrement difficile. Oui, et puis c'est vraiment un dommage collatéral. La pauvre, elle avait rien demandé, quoi.
Philippe est très affecté par ce départ. Il est affecté par sa propre culpabilité, très clairement aussi, parce qu'il a quand même ruiné la vie d'une meuf et de ses parents. Et il a du mal à gérer ça avec Elisabeth. Tu disais, il montre énormément de rancœur aussi. Ce qui n'est pas forcément toujours juste, je trouve, parce que par exemple, Elisabeth, dans les épisodes précédents, lui avait dit, si tu veux partir avec elle, je le comprends. Elisabeth elle-même a saisi ce que Martha représentait pour Philippe et elle est assez patiente par rapport à ça, surtout quand on connaît son personnage et un peu ses limites justement émotionnelles. On voit qu'elle essaie de faire un réel effort pour lui laisser de la place pour exprimer un peu ce qu'il traverse, quoi, et pour le traverser tranquille. How did it go with Martha? Fine. Good. Good? Sorry. Yeah, she made it as good as she could. Et lui, il n'est pas très agréable avec elle par rapport à ça. Non, c'est un des épisodes où Elisabeth est la plus douce, jusqu'à un moment où elle se montre assez sans cœur avec lui. Clairement, elle va à l'encontre de tous ses instincts naturels à elle pour essayer de lui faire plaisir et il ne veut absolument pas l'entendre. C'est un épisode dans lequel toutes les tensions qui ont été accumulées entre eux depuis 4 saisons vont finir par exploser et où on assiste à une scène de dispute. Il y a déjà, avant la scène de dispute, en fait, elle est très maladroite, la pauvre, elle sait pas s'y prendre. Et du coup, à un moment, elle lui dit... Elle essaie de faire une sorte de caractérisation de Martha pour lui dire qu'elle a compris, elle aussi, pourquoi elle était si super, Martha. She was a nice woman. She was straight ahead, uncomplicated, simple. She wasn't simple. I don't mean simple, I meant easy, to talk to. You could probably talk to her about those things that you've been talking about. Non, mais c'était vraiment quelqu'un de très bien, de très simple. Et lui, en face, il sent le mépris qu'il y a derrière ces mots, ce qui est le cas. Pour Elisabeth, être quelqu'un de simple, c'est pas un compliment du tout. Et il lui dit... People underestimated her. She was actually very complicated. Au contraire, elle était sous-estimée par tout le monde et c'était quelqu'un de très complexe. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense pas que Martha était quelqu'un de si complexe que ça, mais je pense qu'elle est beaucoup plus complexe que ce que Elisabeth conçoit, mais que lui, il est sur la défensive aussi là et qu'il la présente comme quelqu'un de beaucoup plus complexe qu'elle n'est, alors qu'elle est surprenante, mais elle n'est pas si complexe que ça, Martha. Non, pas du tout. Et c'est ça qui faisait la beauté de ce personnage pour Philippe. Mais clairement, quand il rétorque ça à Elisabeth et il lui dit non, je t'assure qu'elle était très compliquée. Et Elisabeth lui dit bien sûr. Et en fait, dans cette scène, c'est ce que tu disais aussi au début avec le pot de beurre de cacahuète. On n'a pas besoin d'en avoir plus pour comprendre tout ce qui se joue et pour comprendre que, évidemment, Elisabeth est 1000 fois plus complexe et impressionnante comme personnage que Martha. Il n'y a pas besoin de le dire. Mais Martha, c'était juste quelqu'un de très doux et sa simplicité offrait un refuge à Philippe. Mais clairement, oui. En fait, je ne sais pas s'il est tombé amoureux de Martha. Je suis pas sûre. Je pense qu'il a développé le genre de lien affectif que tu peux avoir pour un membre de ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a pas un amour romantique. Non, mais il a un instinct très protecteur envers elle. Et donc, le fait qu'il soit aussi attaché à elle, je pense que ça souligne une vulnérabilité et une sensibilité chez lui qu'en plus, il a appris à masquer face à Elisabeth parce qu'il a bien compris que, en tout cas dans le premier épisode de la série, c'est ce qu'on voit, c'est que Elisabeth est limite dégoûtée par la sensibilité de Philippe, alors que lui essaye de conserver ça dans sa vie au quotidien. Et là, dans cette scène, on a tout ça qui ressort et c'est assez douloureux à regarder. Et ça va arriver à un point de rupture, justement, dans cette énorme engueulade qui est magistrale, après qu'Elisabeth assiste à une réunion Est. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Est, déjà ? Oui, alors Est, c'était une initiative ou un groupe de développement personnel qui était très en vogue dans les années 80, qui a été très critiqué aussi pour des comportements un peu sectaires, dans le sens où ils demandaient beaucoup d'argent pour assister à tous ces cours de développement personnel. Et c'est un endroit vers lequel Philippe va se tourner de manière un petit peu dangereuse selon ses supérieurs, puisqu'il ne devrait pas accéder justement à toute cette culpabilité et à toutes ces émotions. Il devrait surtout pas l'exprimer en public, en fait. Ouais. Et donc, c'est des gens qui se retrouvent dans des groupes de parole avec un mec qui leur sort des phrases qui sont à la fois des banalités, mais qui vont toucher à quelque chose de vrai aussi, qui vont aider les gens à se libérer un petit peu de leur prison intérieure.
every one of you here has the opportunity to live an authentic life. But so far, it just ain't happening, is it? Why? Because you're trapped, right? Isn't that why? Well, I've got news for you. You love your prison. You love the prison you've made for yourself. If somebody came along and broke the lock right now, you wouldn't know what the hell to do with yourself. Wouldn't have a clue. Et c'est pas du tout quelque chose qui est compatible avec son travail, mais c'est, on le comprend dans cet épisode, une des seules solutions que Philippe a trouvées, en plus de Martha, pour s'échapper de son quotidien qui lui pèse de plus en plus. Et dans cet épisode, Elisabeth, qui, comme tu l'as dit, fait beaucoup d'efforts, va essayer d'assister à une de ces réunions. Et sauf qu'on la voit, en fait, être à la fois un peu intriguée, un peu interpellée, parce que le mec qui parle dans ce groupe de parole dit des choses qui pourraient totalement résonner en elle. Il dit, vous aimez votre propre prison et vous pourriez mener une vie authentique, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Ce qui est très vrai quand on est espion. Mais on sent aussi tout le mépris qu'elle a pour cette initiative et donc, par extension, pour Philippe. Et quand elle rentre à la maison, en fait, elle va lui dire qu'elle est allée à Est et lui, il est surpris. Il lui dit « Qu'est-ce que tu allais faire là-bas ?» Et en fait, elle lui dit « Je vois ce que tu y trouves. » I see why you like it. It helps. I can see that. C'est vrai que ça aide, je vois comment ça peut aider, oui, bien sûr, et tout ça. Et il la regarde, il dit « Ok, mais... » Et là, elle dit « Mais... » They just try so hard to get you to sign up for more. You know, spend more money and bring in your friends. And, well, I think that is the point. They manipulate you to get at your wallet. C'est marrant parce que très clairement, à chaque fois, ils essaient de te faire acheter toujours plus. C'est un processus pour vendre des choses. Et elle lui dit surtout la pire insulte possible pour Elisabeth. C'est très américain. Et en gros, elle lui dit qu'il est en train de se faire avoir, quoi. Que c'est un truc d'arnaque et que c'est un pion dans leur système et qu'il est complètement con. C'est un peu ça qu'elle lui dit, quoi. Oui, elle lui dit, il manipule les gens et donc il te manipule, ce qui le met tout de suite sur la défensive. Et en fait, c'est une scène qui arrive totalement en miroir de la discussion qu'ils avaient eu sur Martha, c'est-à-dire que Elisabeth ne peut pas s'empêcher de mettre les pieds dans le plat et de dire quelque chose de méprisant envers Philippe, alors que ça part d'une bonne intention, d'une tentative sincère de se rapprocher de lui et de lui montrer qu'elle aussi, elle a des émotions humaines. Et en fait, elle n'y arrive pas. Et donc, ça se retourne totalement contre elle et ça énerve Philippe au plus haut point. Moi, je suis d'accord avec elle. Oui, bien sûr. Ça a l'air d'être un gros truc d'arnaque. Je comprends aussi pourquoi Philippe, c'est-à-dire, il peut pas faire une thérapie. Le mec, il peut pas aller voir un thérapeute en tête-à-tête. Non. Donc, être dans Tony Soprano a essayé, mais... Voilà. Et il peut être dans des groupes de parole parce que, en fait, il va pas révéler grand-chose au final. Et au final, je pense qu'ils sont bêtes parce que c'est plutôt une bonne couverture parce qu'il va jamais révéler des choses très importantes. Et au contraire, personne se dirait, tiens, un espion va aller là de son propre gré. Donc, je trouve pas que ce soit délirant. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté... moi, si mon mec allait à Est, j'aurais un petit peu de mépris aussi. Je comprends Elisabeth dans le sens où c'est des trucs qui sont très monétisés et qui sont un petit peu des façons aussi d'utiliser la vulnérabilité des gens pour atteindre leur porte-monnaie, comme elle dit. Et là, quand elle lui dit ça, ça commence à exploser. I get a lot out of it, and that's what matters. But are you getting a lot? Because from what I can see, you're not sleeping. You're not eating. Yeah, and there's a reason for that. Because you put Martha on a plane, is that it? Isn't that enough? It happens, Philip. We lose agents. Agents? Yes, agents. That is what she was. She was a human being. Elle lui dit qu'elle en a marre de son attitude juste parce qu'il a mis Martha dans un avion. Et lui, il lui dit de toute façon, tu ressens rien, toi, qu'est-ce que tu peux y comprendre ? Et elle lui dit, Martha est en vie, t'as pas dû assister à sa mort
par les autorités locales. Et en fait, elle fait référence à Grégory, qui était une de ses sources les plus précieuses, et aussi son amant et quelqu'un dont elle avait été très amoureuse, qui est un personnage clé aussi dans leur relation, parce que c'est un personnage duquel Philippe a été très jaloux, et qui était un membre des Black Panthers qu'elle avait donc recruté, et qui est mort, tué par la police locale. Et elle en a plus jamais parlé, en fait, depuis la mort de Grégory, mais on sent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on sent que Elisabeth, sous ses airs de froideur et de ne pas du tout être en lien avec ses émotions, elle n'a pas oublié, en fait. Ça reste une blessure très très vive, et là, elle lui ressort. Elle a un peu envie de lui dire, de toute façon, après, c'est un peu la technique, c'est comme quand on était stagiaire et qu'on se faisait pas payer, et que les plus anciens disaient, moi, à mon époque non plus, on se faisait pas payer. Enfin, c'est toujours le truc où, genre, moi, quand j'étais jeune, on me frappait, donc je vais frapper mes enfants. Là, c'est vraiment genre, moi, j'ai vécu un truc horrible, donc pourquoi tu te plains d'avoir vécu un truc horrible, mais un petit peu moins horrible? C'est totalement mesquin et immature, mais elle lui remet Grégory dans la tronche, ce qui ne lui plaît pas du tout à lui, et il lui dit t'as vraiment envie de mettre Grégory maintenant? Et là, elle lui ressort un autre vieux dossier, où elle lui dit que la seule raison pour laquelle ils sont ensemble, c'est parce qu'elle a bien voulu le récupérer après qu'il l'ait trompé avec son ex-copine, à qui il a fait un enfant et tout ça. Donc là, ils sont en train de tout déballer. Ouais. Et cette scène est assez incroyable quand même. Oui, moi je me souviens que la première fois que je l'ai vue, j'avais vraiment le souffle coupé. C'est une série d'espionnage, mais qui va pas forcément utiliser tous les ressorts les plus fréquents qu'on a dans les œuvres d'espionnage. Avec, il y a des scènes d'action assez rocambolesques dans la série, mais c'est aussi beaucoup d'épisodes qui peuvent avoir un rythme assez lent, qui vont beaucoup jouer sur les non-dits dans la communication. Et donc là, voir une confrontation aussi directe et aussi agressive entre les deux personnages, c'est assez époustouflant. Et je pense qu'on a tous connu en plus ce genre de dispute où ça dégénère totalement et on ressort des trucs qu'on n'aurait pas dû ressortir. Et donc c'est très très bien écrit, c'est très bien incarné. Malgré tout le mépris et l'incompréhension d'Elisabeth, au final, elle est travaillée par des choses similaires, et en tout cas, elle va l'être dans cet épisode au final. Déjà, elle a une source, mais qui en fait va devenir un peu sa seule amie, parce que Elisabeth, elle est très isolée. Et d'habitude, ses sources, elle a quand même une grande distance avec elle. Et là, on sent qu'elle développe une affection pour Young Hee, c'est la femme d'un scientifique coréen, et qu'elle approche pour avoir des infos pour la travailler comme source. Sauf que très clairement, elle développe une affection pour elle, parce que en plus, Young Hee, elle est très marrante, elle a un côté un peu no bullshit, en plus c'est une émigrée qui est en manque de son pays et des choses comme ça, donc Elisabeth peut se projeter pas mal là-dessus. Et donc bon, ça, dans cet épisode, ça se cristallise pas trop, mais c'est déjà, on a les premières notes de ça où on sent qu'en fait, elle, c'est sa soupape, c'est un peu sa Martha en fait, et ça va avoir son importance. Mais là, surtout, tout se cristallise pour Elisabeth dans une scène avec une de ses sources qui s'appelle Lisa, qui est une ancienne alcoolique et qu'elle a rencontrée dans une réunion des alcooliques anonymes et qui la replonge. Lisa, qui va de moins en moins bien, parle à Elisabeth de son intention d'aller parler à la police pour se confesser et parler des activités illégales qu'elles commettent toutes les deux. Ce qui, évidemment, serait très, très, très dangereux pour Elisabeth, qui est sous couverture. Et donc, Elisabeth, dans cette scène-là, a l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de tuer Lisa. Ce qui est à la fois sans doute vrai et à la fois très extrême comme solution. Et c'est un peu le point de rupture pour le personnage d'Elisabeth, c'est-à-dire que dans un épisode qui souligne en permanence le travail compliqué que font tous ces espions avec les sources, là, elle réfléchit même plus, il y a un petit grain de sable dans la machine et tout de suite, elle bute cette source pour laquelle elle avait quand même sans doute un petit peu d'affection. Et ensuite, elle va retrouver Philippe et Gabriel, qui est leur superviseur. Elle a encore du sang sur le visage parce qu'elle vient de tuer Lisa. Et c'est un moment qui va déclencher une prise de conscience pour Gabriel, qui leur dit, bon, en fait, là, on arrête les frais, vous allez vous reposer pendant quelques temps, je vais appuyer votre dossier auprès des supérieurs du KGB pour dire que vous avez besoin de vacances. Et donc, on vous donne plus de mission pendant quelques temps pour que vous puissiez vous ressourcer un petit peu, ce qui est extrêmement rare, mais parce qu'ils voient qu'ils sont tous les deux complètement à bout. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est l'attitude de Philippe. Et c'est toujours ce qu'il y a de très beau dans ce couple en général, c'est que, quels que soient leurs désaccords et leurs tensions,
quand il y en a un qui est en danger, et surtout quand c'est Elisabeth et c'est Philippe qui prend soin d'elle, il a toujours cet instinct, en fait, tout est oublié, quoi. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive et qu'il voit dans quel état elle est, qu'il voit qu'elle a du sang et tout, il attrape tout de suite quelque chose pour la nettoyer, il est extrêmement doux avec elle, alors que les dernières scènes qu'on a vues entre eux étaient d'une violence assez inédite dans leur couple. Et c'est très touchant, parce qu'on sent qu'en fait, c'est les moments comme ça où on se souvient qu'ils sont vraiment une équipe, et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Ouais, moi, cette scène, je la trouve à la fois très touchante et un petit peu triste parce que, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que, d'une manière inconsciente, pas calculée, Elisabeth a aussi fait ça pour enfin radoucir Philippe et lui montrer que elle aussi a vraiment atteint un point de rupture. C'est-à-dire que lui est complètement obnubilé par sa propre souffrance. Il est totalement fermé à tous les efforts, certes très maladroits, d'Elisabeth. Et elle, elle est totalement dans cette rhétorique dont tu parlais, qui est moi aussi je souffre, moi aussi j'ai vécu des trucs extrêmes et difficiles. Et donc le moment où elle tue Lisa et où après elle débarque totalement épuisée avec encore du sang sur le corps, il y a un peu un côté, ce qui peut aussi se produire dans beaucoup de disputes justement très extrêmes où tu finis par appuyer sur le bouton qui va réactiver la sensibilité chez la personne d'en face, pas de manière consciente, mais moi je le vois toujours un peu comme un moment où Elisabeth n'a pas d'autres moyens, comme elle ne sait pas exprimer ses émotions, pour montrer à Philippe que ça va pas pour elle non plus et pour le radoucir enfin, puisque tous les autres moyens qu'elle a essayés n'ont pas fonctionné. Et donc, je le vois aussi un peu comme quelque chose de manipulateur, même si c'est pas voulu de sa part. Mais ça marche, c'est-à-dire que c'est le moment où Philippe, lui aussi, comprend qu'il doit prendre soin d'elle à nouveau, parce que Elisabeth, qui a toujours été en supériorité un peu dans le couple avec Philippe, n'a pas l'habitude que Philippe lui tourne le dos de manière aussi froide et agressive, ce qu'elle a toujours fait dans leur relation. Et donc là, moi, je le vois aussi comme un moment où elle en peut plus de ne plus avoir Philippe comme soutien émotionnel à elle. Parce qu'en fait, la Martha de Elisabeth, ça a toujours été Philippe. Et là, c'est un moment où ce n'est plus le cas et où il lui fait payer. Et où donc, en fait, la mort de Lisa est aussi un moyen pour Elisabeth de récupérer Philippe, entre guillemets. Je pense pas du tout que c'est un truc qu'elle a conscientisé au moment où elle la tue, et elle a vraiment besoin de se débarrasser de Lisa aussi stratégiquement. Mais c'est très pratique pour elle, c'est-à-dire que ça met fin à l'énorme dispute qu'ils vivent tous les deux. Ouais, j'y avais jamais pensé comme ça, mais t'as raison. Après, je pense vraiment que, on peut aussi le lire en se disant que justement, elle est dans un moment de grande vulnérabilité parce qu'elle a plus son soutien émotionnel et qu'elle se retrouve face à une source qui est en train de vriller et qui peut tout mettre en danger, et qu'elle pète un câble et qu'après elle est dans un état un peu second quand elle arrive. Donc les deux peuvent être... il peut y avoir une part de manipulation inconsciente, comme ça peut être aussi quelque chose où elle-même est dans un tel état de détresse que ça vrille très vite, quoi. Ouais, je pense que c'est totalement les deux en même temps. Et d'ailleurs, quand elle débarque, elle dit on a aussi perdu Lisa, en faisant référence à Martha qui vient de perdre comme source. Et comme elle avait aussi fait référence à Grégory juste avant, c'est encore un moyen de dire moi, mes sources, elles sont mortes, en fait. Et donc, entre guillemets, c'est pire que toi. Bon, tu le disais, Gabriel finit par leur offrir 7 mois de vacances. Pas vraiment des vacances, puisqu'ils doivent toujours travailler leurs sources, mais bon, ils deviennent vraiment des agents de voyage. Donc, quand on les retrouve, il y a une ellipse en plein milieu de l'épisode, dans le dernier quart, et on les retrouve et ils sont très heureux. On sent que ça leur a fait le plus grand bien. Mais il y a toujours une ombre qui plane sur ce tableau idéal, c'est Paige, qui constitue un peu l'intrigue secondaire de cet épisode, mais qui est vraiment en parallèle à ce qui se passe aussi pour ses parents. C'est les mêmes thèmes qui sont abordés. Paige qui a vraiment du mal à ne pas culpabiliser d'être dans un rapport qui n'est pas complètement honnête et sincère avec le pasteur Tim et sa femme, parce que en fait, elle est forcée par ses parents à les fréquenter 1 à plusieurs fois par semaine pour continuer d'avoir une relation très amicale et très proche avec eux pour qu'ils n'aillent pas voir la police, quoi. Oui, et c'est une adolescente donc qui ne s'est pas engagée dans les activités du KGB de manière volontaire. Donc on comprend que ce soit très difficile pour elle, et c'est encore un autre exemple dans l'épisode de un supérieur, en l'occurrence Elisabeth, qui va lui dire « Arrête de te plaindre, parce que pour nous, ça a été beaucoup plus difficile. Donc la moindre des choses, c'est que tu le fasses et que tu le fasses bien. Et si t'es dans cette situation, c'est par ta faute. Oui. » Et donc Elisabeth ne montre aucune empathie par rapport à ce que sa fille est en train de vivre. Ce qui est intéressant dans Paige versus Elisabeth, c'est qu'en fait, elles sont très similaires. C'est-à-dire que Paige, elle a une pureté idéologique et c'est ça qui la travaille, et c'est pour ça qu'elle a du mal à pas être sincère avec
le pasteur et sa femme, parce que elle croit vraiment en sa foi, elle a quelque chose de très fort par rapport à ça, et le personnage qui s'en rapproche le plus, c'est Elisabeth, qui a une pureté idéologique vis-à-vis de la pensée soviétique, ce que n'a pas du tout Philippe. Philippe, c'est un bon gars qui veut boire ses bières et jouer au hockey. Philippe, il est beaucoup plus proche au niveau personnalité de son fils que de sa fille qui est beaucoup plus extrême, quoi. Mais du coup, il y a ce qui est marrant, c'est comme souvent entre mère et fille ou des choses comme ça, c'est souvent sur les aspects sur lesquels on se ressemble le plus qu'on se prend le plus la tête. Et donc, elles ont cette dispute. Moi, j'aime bien en même temps parce que Paige, je l'aime bien, mais elle m'énerve par moments. Enfin, parce que justement, je suis là, bon, c'est bon, remets-toi. Enfin, remets-toi, c'est horrible ce qui lui arrive, vraiment. Mais l'espèce de justement culpabilité de pas être sincère ou des choses comme ça, cette espèce de pureté idéologique a tendance à me crisper un tout petit peu. Et donc, quand sa mère l'envoie péter, ça me fait toujours rire. Même si je trouve ça très cruel au fond, et évidemment que c'est pas comme ça qu'on parle à une adolescente. Oui, mais toi, plus Elisabeth est cruelle, plus tu kiffes. Donc En fait, elle me fait rire, Elisabeth, dans ces moments-là. You need to maintain a consistent presence in his life. When you go to Bible study, you have to talk and be into it. So if I'm not in the mood, it's gonna be obvious. Well, then you get yourself in the mood. I can't control how I feel. You can control what you do. And from now on, you are going to. Elle lui dit, j'étais pas d'humeur à aller les voir. Et Elisabeth lui dit, tu te mets d'humeur à aller les voir. Et après, elle lui refait, comme tu dis, elle la recadre en lui rappelant que, en fait, si elle est dans cette situation, c'est à cause d'elle, ce qui est pas vrai. Si elle est dans cette situation, c'est aussi à cause du fait que ses parents sont des espions. Ils lui ont menti toute sa vie, la pauvre. Ouais. Mais bon. Mais j'aime beaucoup cette scène. Parce qu'en plus, on sent qu'en fait, Elisabeth passe ses nerfs sur sa fille, très clairement. Oui, en fait, elle s'en prend à Paige parce qu'elle ne peut pas s'en prendre à Philippe à ce moment-là. Et qu'elle a toujours passé ses nerfs sur Philippe depuis le début de la série. Et que là, elle n'a plus accès à cette soupape. Et que donc, Paige, c'est la cible la plus facile dans cet épisode pour pouvoir exprimer toute sa frustration. Et c'est-à-dire que, ok, Philippe, il va dans les groupes de parole de Est pour décompresser. Elisabeth, elle s'en prend à ses enfants pour décompresser. T'aimes bien Paige, toi, non ? Ouais, moi j'aime beaucoup ce personnage parce que les personnages d'adolescents dans les séries sont souvent très agaçants parce qu'ils se comportent comme des adolescents, donc ils sont irrationnels et ils râlent tout le temps. Et c'est un peu le cas de Paige aussi dans tout le début de The Americans, mais ça devient une jeune femme de plus en plus fascinante. Et la manière dont ils l'ont intégrée à l'intrigue de la série, pour moi, c'est une des utilisations les plus brillantes d'un personnage d'enfant ado dans les séries, et ce qui va être fait avec elle dans le final est évidemment époustouflant. Donc moi j'adore la voir se développer en tant que quantité à part entière et pas juste comme enfant de Elisabeth et Philippe. Oui, et pas juste comme dérangement aussi de l'intrigue. Enfin, les ados dans les séries, ils sont souvent là pour emmerder leurs parents. Ouais, et ça ajoute une complexité à l'intrigue. C'est vraiment ce qu'on attend de mieux dans une série, c'est-à-dire que de saison en saison, il y a des strates qui se rajoutent. Et là, pendant toutes les premières saisons, les deux parents doivent mentir à leurs enfants et faire semblant. Et maintenant que Paige est aussi au courant des activités de ses parents, ça ajoute des nuances à certaines scènes. Donc là, par exemple, quand Philippe a dû dire au revoir à Martha, il rentre à la maison et il dit on a perdu un client à l'agence de voyage, donc je vais être à la maison plus souvent. Et on voit leur fils qui est en mode cool, ok. Et Paige qui tout de suite lève la tête un peu inquiète, qui voit à quel point son père est affecté, donc qui ressent quelque chose sur le plan émotionnel, mais qui comprend aussi stratégiquement ce qui vient de se jouer et qui lui dit « Ah bon, t'es sûr que t'as perdu ce client ?» Et donc ça ajoute encore plus de complexité à toutes ces scènes familiales dans lesquelles les non-dits sont très importants. Donc vraiment, pour moi, Paige, elle joue un rôle central dans cet épisode et dans la fin de la série. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que même à travers toutes les intrigues secondaires, voire tertiaires, on comprend que c'est vraiment la fin d'une ère. Et l'ellipse est très importante pour ça aussi. Mais l'agent Gad est viré du FBI, alors que c'était une des figures les plus honorables et les plus réconfortantes de la série. Et il part en Thaïlande, le pauvre. Ouais. RIP. Il va connaître lui aussi un destin assez cruel. Donc là, c'est vraiment une nouvelle époque qui démarre dans la vie des Jennings, dans la vie de Stan, qui est agent du FBI, et dans la traque du FBI, puisqu'ils comprennent que ils sont beaucoup plus vulnérables que ce qu'ils pensaient. Il y a aussi un des agents du KGB qui semble très affecté puisqu'elle dit que son frère a été mobilisé en Afghanistan. Et donc, en fait, c'est une scène qui est très anecdotique dans cet épisode-là, mais on comprend aussi que la guerre froide est en train de se complexifier, qu'on est sur des tons beaucoup plus gris
et sur un coût humain et psychologique beaucoup plus important pour tous les personnages. On a aussi Gabriel, le superviseur, qui est censé être un peu sans cœur, qui, dans cet épisode, dit « Je suis fatigué, je vais rentrer chez moi, je vais faire une sieste ». Et donc, on sent que le KGB n'a plus la superbe qu'il avait auparavant, le FBI non plus, et que tous ces acteurs, en fait, dans le monde de l'espionnage, sont très fatigués. Et je trouve que ça, c'est aussi très fort symboliquement dans l'épisode. Tout le reste de la série, et c'est pour ça qu'il y a des moments qui sont un peu plus lents et peut-être un peu plus pénibles à regarder la première fois, va tourner autour de ces thèmes et du thème aussi de la fatigue de Elisabeth et de Philippe avec leurs activités, quoi, et de la fatigue physique, mais aussi mentale et morale. Et c'est quelque chose qui va être très présent pour les 2 dernières saisons, en fait. Et là, ça marque vraiment le point de bascule. Il faut juste parler du titre de l'épisode, qui est très fort symboliquement. C'est la disparition de la Statue de la Liberté. Et en anglais, c'est David Copperfield versus la Statue de la Liberté. Et donc, ça fait référence à un tour de magie qui passe à la télé dans cet épisode où on voit David Copperfield faire disparaître la Statue de la Liberté. Ça vient évidemment appuyer sur tous les thèmes, puisque la Statue de la Liberté représente l'Amérique, voilà, et l'Amérique. Et on le voit dire à la télé, parfois on se rend pas compte de ce qu'on a jusqu'au moment où ça disparaît. Et pour moi, je voulais montrer que la liberté, justement, on la prend pour acquise, mais en fait, elle peut s'évader très rapidement. Ma mère était immigrante et donc c'est ça qui m'a donné l'idée du tour de magie. Et donc, on pense évidemment à Martha, à Philippe et Elisabeth, mais il y a aussi l'idée de la magie, de la prestidigitation et du fait que les apparences ne sont pas ce qu'elles sont, ce qui est évidemment dans une série d'espionnage fonctionne très bien. Et pour moi, ça, l'ellipse qui est faite dans cet épisode, c'est aussi le petit tour de magie télévisuelle que les scénaristes ont réussi à accomplir. Donc c'est pas trop appuyé, mais l'épisode se conclut sur ça et c'est une très belle manière de souligner tout ce qui a été dit un peu en filigrane dans l'épisode. C'est quoi ta meilleure réplique de l'épisode? C'est Martha, pauvre Martha, qui dit à Clark Don't be alone, Clark. All right? Don't be alone. C'est bouleversant parce qu'il y a tellement de niveaux en fait là-dedans, c'est-à-dire que c'est elle qui part, qui quitte toute sa vie, qui quitte ses parents, sa famille, tous ses proches, qui va se retrouver toute seule en Union soviétique et qui dit à la personne responsable de tout ça, ne sois pas seule. Et t'as un peu envie de lui dire mais quelle naïveté. Et en même temps, elle a senti chez lui, je pense, la solitude qui venait combler avec elle aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Philippe, malgré le fait qu'il a un ami, Stan, malgré le fait qu'il est en couple et qu'il a des enfants, qui est seul aussi. Et ce moment est très très touchant et même si on n'avait pas vu tout le reste de la série, on comprendrait pourquoi Philippe est aussi attaché à Martha dans un moment pareil, quoi. Est-ce que t'as un MVP? On va peut-être avoir le même. Moi, c'est Oleg. Toi, t'as toujours beaucoup plus aimé Oleg que moi. Ah, mais moi, Oleg, dès qu'il apparaît à l'écran, je suis contente, quoi. Moi, Oleg, il a un swag et puis il fait genre 1m98, donc... Non, mon MVP, c'est pour toujours la fausse moustache de Philippe. Ah oui. J'adore. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous toutes et tous de nous écouter chaque semaine. On revient la semaine prochaine avec un autre épisode qui a marqué nos vies de fans de séries. À très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.